C'est tout de même une femme qui a rendu fou 2 milliards de bons hommes. Elle ne voyait pas pourquoi le Vatican la montrait du doigt, etc., pourquoi elle était presque excommuniée. Moi, j'ai vu dans la rue des femmes s'arrêter et la traiter de salope. Ça m'ennuie trop de voir qu'on écrit tellement de choses sur moi et tellement de choses fausses. Personne ne peut s'imaginer ce qu'a représenté la bourrasque Bardot au milieu des années 50. On les tue pour faire des jouets en plus, des bébés phoques en plus, des manteaux de fourrure pour les connes qui veulent se mettre ça sur le dos. Pour la cause des animaux, elle pourrait se damner. Les détracteurs ont dit, au lieu de s'occuper des bébés phoques, elle serait mieux de s'occuper de son fils. Elle dit qu'elle aurait préféré accoucher d'un chien plutôt que d'un enfant. Ma vie ressemble à une grande prison, agréable, mais c'est un peu une prison quand même. Nous avons le cheminement du racisme pur et simple. Il y a des mots qui lui échappent, il y a des formules, elle parle avec ses tripes. Je ne souhaite qu'une chose, c'est qu'on parle moins de moi. De qui allons-nous parler exactement ce soir? Il n'y a pas une seule Brigitte Bardot, mais il y en a au moins deux. La première a fait rêver toute une génération. C'est la version bébé, robe Vichy, femme-enfant, faussement naïve et ingénue, qui va bousculer tous les codes d'une époque figée jusqu'à mobiliser le Vatican, qui fera d'elle l'incarnation de la femme scandaleuse. C'est l'époque aussi où elle fait son cinéma, grise les paparazzis et les hommes et suscite trop de choses, beaucoup trop de choses. Viendront alors les trahisons et un suicide. Dès lors, bébé s'en va et elle décide de tourner le dos à son destin pour s'en fabriquer un autre, une nouvelle vie. Fini la gloire, mais place à d'autres scandales beaucoup plus dérangeants cette fois. Brigitte Bardot, acte 2, n'aime plus les humains, mais uniquement les animaux. Un amour à outrance, et cela fait maintenant plus de 30 ans que ça dure. Un avion qui survole le Canada. À son bord, une femme. Elle a 72 ans. Elle s'appelle Brigitte Bardot. 30 ans auparavant, elle a déjà entrepris ce voyage. Toujours pour la même cause. Toujours pour les mêmes images. Le massacre des bébés phoques que les autorités canadiennes viennent à nouveau d'autoriser. On voit des petits phoques qu'on massacre à coups de gourdin, qu'on écorche encore vivants. Et Brigitte, voyant que ça recommence, prend ça, je crois, pour une provocation. Et donc, elle décide d'y retourner. Quand elle y va, Brigitte, elle dit, attendez, je suis venue il y a 30 ans, il ne s'est rien passé, et là je continue. Mais ce n'est pas la même Brigitte Bardot qui débarque à Ottawa. Cette fois, elle souffre d'arthrose. Elle doit s'aider de béquilles. Mais qu'importe l'image, ce combat c'est toute sa vie et elle le mènera jusqu'au bout. Là c'est complètement surréaliste parce qu'en plus elle est fatiguée physiquement. Je crois qu'il y a eu un moment de folie. Moi, je trouve que dans l'état où elle était, peut-être c'était un peu trop aventurier. Ceci dit, quelquefois, quand on force les portes, on gagne. Je suis Brigitte Bardot. Pour le Premier ministre. Non. Elle voulait même à un moment se faire enchaîner devant le bureau du Premier ministre à Ottawa, en disant je resterai enchaînée là tant qu'on n'arrêtera pas cette chasse. Et puis finalement, elle a décidé d'aller remettre une lettre au Premier ministre, violente, mais forte, de conviction. Est-ce qu'on peut remettre ça au Premier ministre de la part de Brigitte Bardot? J'ai apporté moi-même personnellement et j'ai écrit une lettre au Premier ministre. Je vous remercie. Vous le remettez? Oui. D'accord, je vous remercie beaucoup, monsieur. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Merci beaucoup à vous tous. C'est pas une jeune fille, je ne reviendrai probablement plus jamais ici. J'ai déjà eu beaucoup de mal à venir cette fois-ci. Mais il faut qu'avant ma mort,
Je veux voir cesser ce massacre. Je vous le demande de toute mon âme, de tout mon cœur. En fait, elle voulait qu'on en parle et tout le monde en a parlé. Le scandale, c'est bon. Toute sa vie, Brigitte Bardot aura été au cœur du scandale, depuis ses débuts sulfureux au cinéma jusqu'à son ultime combat, comme on vient de le voir, pour la défense des animaux. Mais justement, qui était cette jeune femme qui a suscité autant de passion, de fantasmes dans les années 60? Comment tout cela a commencé? Bref, comment est né le mythe? En octobre 1957, une jeune actrice française apparaît sur les écrans de télévision du monde entier. Brigitte Bardot n'a que 23 ans. Do you think it's got something to do with the sexy parts you play in your films? Oh, yes. Maybe, yes. Do you really enjoy making this kind of film, or do you want to be a serious actress? Oh, no, I prefer this kind of film. I will be a serious actress when I will be older. En fait, cette femme d'un genre nouveau vient de déclencher un scandale aux États-Unis avec un film, Et Dieu créa la femme, réalisé par Roger Vadim, le premier homme de sa vie. Je pense qu'il l'a beaucoup influencé parce que non seulement il avait beaucoup de charme et il était extraordinairement lucide. En fait, Vadim était déjà précurseur de la nouvelle vague, donc il y avait une espèce de modernité, puisque le film était tourné très peu en studio, en décor naturel. Le film sort à New York au cinéma Le Paris le 15 octobre 1957. En une semaine, il bouleverse l'Amérique. Aux États-Unis, le film a beaucoup de succès, un succès de scandale, de soufre. Parlant du corps, de l'amour, de l'érotisme, de la sensualité, il y a des scènes mémorables, quoi. A fascinating story of a demon-driven temptress who thought the future was invented only to spoil the present. Et la nouveauté, c'est qu'elle jouait, c'était un personnage qui joue à armes égales avec les hommes. Oh mon Dieu, c'était le choc là. Et puis alors elle se déchaînait, tape, dansait, tout ça. Cette sensualité et cette émancipation sont encore impensables dans l'Amérique puritaine des années 50. Brigitte Bardot déclenche une tempête. La projection du film est interdite dans de nombreux cinémas. Il y a des prêtres qui se présentaient pour saisir les bobines dans les salles de projection. Il y a des salles incendiées, et il y a même, je crois, certains propriétaires de salles qui ont été en prison. Et on condamnait les spectateurs qui allaient voir le film à la damnation, quoi. Il y a certains États où on a interdit l'entrée aux Noirs de voir Dieu créa la femme, parce qu'évidemment, les Noirs pouvaient provoquer des troubles bien pires que ceux qu'auraient pu provoquer les Blancs, on croit arriver. Quand on dit que c'est une actrice nue ou scandaleuse, c'est pas vrai. Je dis, Et Dieu créa la femme, on la voit pas nue. Elle n'est jamais nue dans Et Dieu créa la femme. Les gens fantasment, ça en dit long, et s'imaginent qu'elle est nue dans le mythe. Elle n'est pas nue une seule seconde dans Et Dieu créa la femme. Brigitte Bardot est effectivement devenue un fantasme, et évidemment le succès est à la clé. Jamais une actrice n'avait acquis une telle notoriété en si peu de temps. C'était le début de sa gloire, elle n'a pas eu le temps de réfléchir, elle n'a pas eu le temps de dire ouf, elle était déjà projetée dans un monde qu'elle n'attendait pas. Aux États-Unis, elle était classée dans le top 10 des acteurs qui ont rapporté le plus pour l'année 58. Et c'était rare déjà pour une femme d'être classée dans le top 10. Aux yeux des Américains, Brigitte Bardot devient l'égale de Marilyn Monroe, la star de l'époque. Elle a même un atout supplémentaire, son naturel déconcertant. Il lui faut 1, 2, 3 coups de crayon pour être Bardot, 5 minutes pour se préparer, une demi-heure pour tourner quand elle tourne, et à côté de ça, Marilyn, il lui faut 3 heures pour se métamorphoser en Marilyn Monroe. La Bardomania est née aux États-Unis, et elle va très vite déferler sur l'Europe, le scandale aussi. À Paris, le film qui était passé inaperçu lors de sa première sortie est à nouveau projeté en salle. Cette fois, il ne laisse plus personne indifférent. Cochonneries, bêtises,
Vulgaire, pitoyable, la presse a la critique facile. La violence, c'était le public, les gens. Moi, j'ai vu dans la rue des femmes s'arrêter, les traiter de salopes. C'était terrible, enfin, c'était effrayant. J'en ai assez de voir votre tête partout. J'en ai assez de toutes vos histoires. Est-ce que vous n'allez pas bientôt leur foutre la paix à tous ces pauvres garçons? Parce qu'à l'époque aussi, tout le monde crevait d'en faire autant, quoi. Et sur les places du Panthéon, c'était une femme libre. Et belle, surtout. Sans le vouloir, Bardot est en train de changer l'image de la femme. Alors, une institution va monter au créneau pour l'en empêcher, l'Église catholique. Les curés montaient en chair et interdisaient d'aller voir les films de Brigitte Bardot. Il y avait à l'entrée des églises les cotes de la centrale catholique et les films de Brigitte Bardot étaient à déconseiller, à rejeter et à fuir. Et le scandale va atteindre son sommet lorsque le Vatican se mêle de l'affaire Bardot. Nous sommes le 15 octobre 1958, le jour de l'ouverture de l'exposition universelle de Bruxelles. Dans cette exposition, il y avait tous les pays qui exposaient. Il y avait un pays qui exposait, c'était le Vatican. Le Vatican exposait un panneau, des panneaux sur le thème des 7 péchés capitaux. Et sur ce panneau, une seule femme incarne tous les péchés, c'est bel et bien Brigitte Bardot. Oui, c'est la luxure, c'était des photos de Bardot dans Guépierre. C'était le péché incarné, quoi. L'affaire du Vatican est alors portée à la une des journaux. On ne parle plus désormais que de Bardot, la scandaleuse. Elle aimait bien provoquer. Donc d'un côté ça lui plaisait, puis d'un autre côté, elle ne voyait pas pourquoi le Vatican la montrait du doigt, etc., pourquoi elle était presque excommuniée. Enfin, on l'a diabolisée, on l'a montré du doigt pour justement que ça ne soit pas un exemple. Ça, avec ses convictions religieuses, les sentiments sacrés qu'elle avait, ça la faisait quand même souffrir. Parce qu'elle n'avait pas le sentiment de faire des choses de mal. Elle n'avait pas l'impression d'avoir été créée par le diable, ça c'est sûr. Le scandale du pavillon devient une affaire d'État. Le retrait de l'affiche fait l'objet de négociations entre le pape et le gouvernement français. Le mythe Bardot vient de naître. Ces faits et gestes deviennent alors l'attraction numéro 1 des médias et l'actrice va très mal vivre cette nouvelle notoriété. Ça m'ennuie trop de voir qu'on écrit tellement de choses sur moi et tellement de choses fausses. En somme, vous êtes devenu anti-Bardot. Acharné. La plus acharnée des anti-Bardot. Quand Brigitte est devenue autre chose qu'une actrice, est devenue un phénomène social, est devenue un phénomène de mode, est devenue une icône sexuelle, est devenue tout ce qu'on peut imaginer à son entour, et elle n'a pas voulu ce genre de choses ou quoi. La traque a commencé. Tout commence ici, à Rome, lorsque Bardot part tourner Le Mépris de Jean-Luc Godard. Dès sa descente d'avion, une meute de photographes l'attendent. L'apparition de la vedette française numéro 1 n'est pas passée inaperçue. On assure même que les caméramens et photographes romains en ont gardé quelques courbatures et quelques bleus. Et ils ne la lâcheront pas durant tout son séjour, du jamais vu pour l'époque. C'était comme un aimant, elle attirait, parce qu'elle n'était pas conventionnelle du tout. Il y avait de tout, il y avait beaucoup de photographes, il y avait énormément de gens de la rue, de public, et il y avait la télévision, les actualités, enfin un tas de gens, qui fait que vraiment on était débordés, submergés. Et c'est là où j'ai vu le photographe fleurir, vraiment. Je pense que c'est vraiment que c'est elle qui a déclenché ce show perpétuel comme ça. Les Italiens ont la réputation d'être terribles dans ce genre de choses. J'en viens à ces photographes dont vous parliez tout à l'heure. Vous vous sentez espionné dans la vie par eux? Oui, terriblement. Est-ce qu'espionner est le mot? Espionner, c'est un mot qui est trop doux encore, je pense. Traquer alors? Oui, plutôt, oui. Avec l'arrivée de Bardot à Rome, un nouveau genre de journalisme est en train de naître, les paparazzi. Des photographes prêts à tout pour obtenir un cliché de la star, car chacune de ces photos vaut de l'or. Elle était sans cesse en couverture des magazines, elle était omniprésente.
puis alors elle avait une chose pour elle, excusez-moi de le dire, une photogénie, une grâce, aussi quand on la photographiée. Pour un photographe, il est impossible de rater une photo avec Brigitte Bardot. Mais les photographes ne se contentent pas de photos conventionnelles. Ils vont vouloir aller plus loin, connaître la vie privée de Brigitte Bardot, son intimité. La traque des paparazzis n'était pas sur Brigitte Bardot, l'actrice, mais c'est en raison de sa vie privée, en raison de l'aspect sulfureux qu'avait son personnage, plus que sa personne, plus que sa personnalité. C'est ça qui attirait les gens. Et Brigitte Bardot ne supporte plus cette situation. Il n'y a plus aucune limite à l'intrusion, alors elle lance un appel à la télévision. C'était le délirium tremens. Et puis elle se laissait pas emmerder, elle savait répondre. À quoi ressemble votre vie? Ma vie ressemble à une grande prison, agréable, mais c'est un peu une prison quand même. Brigitte, elle croyait qu'on pouvait avoir un petit fiancé comme on fait à 22 ans, 23 ans, avoir un autre fiancé 6 mois après ou pas, mais elle était Brigitte Bardot, donc sa vie personnelle suscitait l'intérêt, faisait vendre du papier, faisait qu'elle était constamment traquée. Et ça, je voulais le dire parce que j'ai rarement l'occasion de pouvoir dire moi-même ce que je pense. Ça passe toujours par un journal ou par autre chose. Je voulais dire que je ne souhaite qu'une chose, c'est qu'on parle moins de moi. Elle était complètement stressée par cette pression permanente. À l'époque, elle avait une vingtaine d'années, elle était toute jeune, mais c'était extrêmement lourd. Elle se sentait extrêmement seule pour assumer et affronter tout ça. Alors, fuir les photographes devient une obsession. L'actrice décide de quitter Paris, elle cherche un lieu où elle pourrait vivre en paix. Elle n'a que 23 ans et c'est dans le sud de la France qu'elle croit trouver son petit coin de paradis. Bardot cherche alors un refuge et elle va le trouver sur la Côte d'Azur. C'est ici qu'elle a tous ses souvenirs d'enfance. Finalement, elle s'installe dans un petit village côtier, pas du tout connu à l'époque. Il s'appelle Saint-Tropez. Elle aimait Saint-Tropez puisque son papa Pilou et Toti avaient une maison de pêcheurs dans Saint-Tropez. C'est très important pour Brigitte parce qu'elle est très attachée aux maisons, elle est très attachée à la terre, à sa vie, aux endroits que ses parents ont fréquentés, aux endroits où elle a vécu, jeune fille. À l'époque, la petite cité est encore paisible. Brigitte Bardot tombe sous le charme d'une maison de pêcheurs, la Madrague. Moi, un jour, elle m'a dit bon, j'ai acheté une maison, allez, viens, on va se marrer. Bon, c'était une petite maison dans la baie des Canouillers. Qu'elle va restaurer, arranger, aménager avec un goût farouche parce qu'elle a beaucoup de goût. Et chaque objet à la Madrague a sa place. Et je peux vous assurer qu'elle sait où tout se trouve. C'est donc ici qu'elle pense pouvoir se réfugier, retrouver le calme, loin des paparazzis et de l'agitation parisienne. Peine perdue. La nouvelle de son installation se répand rapidement. La foule débarque à Saint-Tropez pour y croiser la star. On venait à Saint-Tropez pour voir Brigitte Bardot et c'est vrai que ça donnait une image de cinéma, une image de mode, une image différente, bien évidemment. Elle pensait qu'elle pourrait vivre à Saint-Tropez tranquille, mais au fur et à mesure qu'elle voulait être tranquille, et plus elle voulait être tranquille dans sa vie personnelle, plus les gens débarquaient dans sa vie, dans son existence. Il faut l'avoir vécu, c'est-à-dire que c'était un raz-de-marée. Brigitte Bardot vient de moins en moins en ville. Elle se terre dans sa maison, son refuge. Mais la Madrague est littéralement assiégée. Ça me rappelle une réserve naturelle, cette Madrague. À l'intérieur, c'est le sanctuaire, c'est préservé. Et puis partout autour, il y a des gens qui sont prêts à agresser parce que justement c'est beau à l'intérieur. Ils faisaient le mur, vous rentrez et tout. Alors on faisait le coup de poing de temps en temps avec des intrus. Voilà. Il y avait beaucoup de gens qui venaient le dimanche, se balader pour... si on pouvait voir Brigitte Bardot à poil, ce serait génial. Ceux qui viennent pour la voir, veulent la voir. Et je crois que sa vie a été difficile à ce moment-là. C'est pour cela qu'un mur a été construit sur la mer pour la protéger, parce que je crois que c'était très difficile à vivre, aucune vie privée. Construire un mur. Brigitte Bardot en est arrivée là, mais rien n'y fait. Les curieux ne renoncent pas quand ce n'est pas par la plage, ils viennent par la mer.
Il y avait des bateaux qui passaient avec les touristes. À gauche, la maison de Brigitte Bardot, que vous pouvez apercevoir sur le ponton. Les rivas venaient, ou les bateaux à moteur, c'est très amusant parce qu'il y avait des hauts fonds devant chez elle. Alors, on faisait des signes, vous savez, ils arrivaient, hop, les hélices sur les cailloux. C'était un peu enquiquinant. Bardot se cache, Bardot s'emmure, mais ce n'est pas fini. Les journaux sont prêts à tout pour connaître sa vie. Et c'est France Dimanche qui réussit le meilleur coup en convainquant Alain Carré, son secrétaire particulier, de livrer tous les secrets de la star. Son secrétaire savait tout d'elle, connaissait l'intimité, et il va donner ça en pâture. Pour 50 millions d'anciens francs, France Dimanche obtient l'exclusivité du témoignage d'Alain Carré. Toute la vie de Brigitte Bardot est alors étalée dans le journal. Ses amours, ses goûts, son caractère, tout y passe. En découvrant cette trahison, venue de son cercle d'intimes, Brigitte Bardot s'effondre. Elle avait été très très choquée. Elle était restée quelques jours, pauvre, vraiment. Ah, c'est un salaud, c'est dégueulasse. Mais quelle détresse après, parce que c'était ma vie, cet homme, c'était toute ma famille. Elle était vraiment très, comment dirais-je, blessée. Blessée parce que l'amitié, c'est une chose chez elle qui est importante. Je lui ai dit, Alain, vous avez oui ou non écrit vos mémoires sur ma vie, sur toute mon intimité, etc. Il me dit, j'ai dit oui ou non, oui ou merde. Mais dans ces cas-là, moi, vous savez, ça déménage. Hein, bon. Elle s'y attendait pas du tout, puis c'était en fin de compte, j'allais dire, c'était sa première trahison. Alors le secrétaire s'en est excusé plus tard, mais Brigitte ne l'a pas pardonné. Il est très difficile, quand quelqu'un l'a trahi, qu'on puisse effacer le passé à ses yeux. Je lui ai dit, tournez-vous, Alain. Alors il s'est tourné. Je lui ai dit, je lui ai rien dit. Je lui ai filé mon pied dans le cul. Il est allé valser sur le palier. Je lui ai repris les clés, j'ai fermé la porte et j'ai jamais plus revu. La traque ne s'arrête jamais. Alors Brigitte Bardot tente une autre stratégie. Pour qu'on lui fiche la paix, elle décide de changer d'image. Un an après Dieu créa la femme, elle tourne dans Babette s'en va en guerre, une comédie de mœurs sur fond de Seconde Guerre mondiale. Elle ne veut plus jouer les femmes fatales. La tournée Babette s'en va en guerre, c'est un des plus gros succès du cinéma français. On allait voir Bardot habillé jusqu'ici, donc c'est pas pour voir une partie de son corps. Soldat, je vous souhaite la bienvenue. On a eu marre que tous ces films fussent interdits aux moins de 18 ans, aux moins de 16 ans et voués à l'excommunication. Donc elle a décrété qu'elle tournerait un film habillée jusqu'au menton. Mais une autre surprise l'attend pendant ce tournage. Ce petit point. Là. Je suis pas genre. Bardot est séduite par son partenaire, Jacques Charrier. Je vous aurais jamais rencontré. Il faut, je crois, saluer la présence de Jacques Charrier qui est là, qui est la vedette masculine du film, qui est la révélation, le garçon qui rêvait toutes les dames. Exactement, et qui sera parachuté avec Babette en France. Ah bon, ils sont parachutés tous les deux? Ça, c'est moins drôle. Ça, c'est moins drôle, oui. Ils sont tombés amoureux l'un de l'autre. C'est l'histoire la plus simple du monde. Seulement Jacques a épousé le rêve de centaines de millions de garçons. C'est pas facile à gérer. Une nouvelle idylle qui va déchaîner les médias. Jean-Marie Parier, vous êtes photographe à Paris Match à l'époque. Bardot, c'est vraiment la star numéro 1. Où j'étais tout petit, débutant en fait, et j'avais 18 ou 19 et j'en faisais 11-12 physiquement, et on m'avait demandé, Roger Théron qui dirigeait Paris Match m'avait donné la mission de faire une photo de Brigitte en larmes après que Jacques Charrier soit parti à l'armée. C'est ça, en fait, quand vous commandez des photos, elle souriante, elle en larmes, c'était comme ça. Absolument, et là on dit voilà, vous vous débrouillez, vous la suivez, 3 mois s'il faut qu'elle soit en larmes. Bon, je la suivais en voiture, c'était un enfer pour elle, c'était un cauchemar. Hein. Et au bout de 3 mois, je me souviendrai toute ma vie, j'étais tout seul derrière elle dans la forêt de Louvciennes, elle était seule, de dos, moi j'étais planqué derrière un arbre, et tout à coup, elle s'est retournée, elle était en larmes.
Et vous aviez votre photo. Et j'avais absolument la possibilité de faire la photo. Mais comme j'étais le plus mauvais paparazzi du monde, je lui ai dit « Oh, excusez-moi », je suis parti en courant. C'est la fin de ma carrière de paparazzi. De paparazzi. Après, vous avez fait beaucoup d'autres choses. Un journal comme Match se rendait compte de la fragilité de Bardot à l'époque. Ils n'en avaient rien à foutre. Mais absolument rien. D'ailleurs, ça a été très très bien décrit dans le film de Louis Malle. Hein. Vie privée, très exactement la vie qu'elle vivait. Ah oui, exactement, exactement. Et c'était pas quelqu'un qui aimait ça, elle n'était pas faite pour ça du tout. Elle, au fond, au départ, c'est une famille bourgeoise, classique, très très calme. Et elle était pas préparée à tout ça. Non, elle s'est retrouvée embarquée là-dedans, mais elle, tout ça, ça l'intéressait pas du tout, du tout, du tout. Et sa vie était vraiment un enfer. Hein. Alors on pouvait croire que cette histoire d'amour aurait pu être le début du bonheur pour Bardot, le départ pour une nouvelle vie, mais un élément va très vite déstabiliser ce couple. Bébé est enceinte, mais elle n'est pas prête à assumer cette maternité. Brigitte Bardot et Jacques Charrier se marient à Louvciennes en juin 1959. Devant la presse qui a fait le siège de la maison familiale, Brigitte Bardot accepte quelques photos. L'actrice est déjà enceinte de 2 mois et la grossesse s'annonce difficile. Elle n'était pas faite pour ça, c'était pas le moment. Et à cette époque-là, bien l'avortement n'existait pas. En janvier 1960, Brigitte Bardot est sur le point d'accoucher. Elle est revenue à Paris depuis plusieurs mois, dans son appartement de la rue Paul Doumer, devant lequel la presse attend de pied ferme l'heureux événement. Et ce qui était complètement fou, c'était l'invasion, l'agression des journalistes dont je faisais partie, pour essayer d'avoir une image. Des photographes avaient loué des appartements et des fenêtres en face de l'appartement qu'elle occupait avenue Paul Doumer. J'ai vu des confrères se déguiser en bonne sœur, passant par les toits. J'ai vu des types en faux ramoneurs, j'ai vu des types en faux plombiers qui montaient dans l'escalier. Ils étaient tous journalistes. Et Brigitte Bardot n'a aucun moyen d'échapper à la meute, car ses médecins lui ont conseillé d'accoucher à son propre domicile. Elle était vraiment bloquée chez elle, coincée chez elle. Tout était fermé pour pas qu'on puisse faire des photos par les fenêtres d'en face, etc. Donc, comme on lui avait prescrit une grossesse allongée, elle a vécu les mois de la naissance de son fils dans le noir total à la lumière artificielle. Et ça la stressait beaucoup quand même. Elle avait quand même une certaine peur, une certaine angoisse, si vous voulez. Puis de savoir comment ça allait se passer la naissance du bébé. À l'époque, on n'accouchait pas sans douleur et ça la préoccupait aussi quand même, c'est normal. Le 11 janvier 1960, Brigitte Bardot donne enfin naissance à un petit Nicolas. La naissance de Nicolas n'a pas été pour elle, je pense, une plénitude. La foule attend en bas dans l'espoir de voir l'enfant. Et c'est Jacques Charrier lui-même qui descend avec fierté annoncer à la presse la naissance de son fils. J'ai un fils comme ça. Voilà, et je me souviens très bien du geste de Charrier qui monte sur une table. J'ai un fils comme ça. Cette photo a fait le tour du monde. Quelques jours après la naissance, Brigitte Bardot se prête à nouveau au jeu des caméras avec son enfant. Et toujours avec ce même sourire de façade. Mais cette fois, elle ne va pas pouvoir contenir son mal-être très longtemps. Par rapport au contexte dans lequel Nicolas était né, elle ne pouvait malheureusement pas avoir un comportement de n'importe quelle maman, si vous voulez. Son grand souci, c'est de ne pas être une bonne mère, de ne pas pouvoir assumer, de ne pas être comme n'importe quelle maman au monde, si vous voulez. Rapidement, Brigitte Bardot abandonne son enfant à sa mère ou à des nourrices et retourne sur les plateaux de cinéma. Mais le cœur n'y est plus. Au fil des mois, elle s'enfonce dans la dépression. Je la sentais vraiment profondément dépressive, malheureuse, ne voyant plus d'avenir, plus d'issue, etc. Et au mois de septembre, sur les conseils de sa mère, Brigitte Bardot part se réfugier chez des amis, sur la Côte d'Azur. C'est ici, au calme, qu'elle doit fêter son 26e anniversaire. Mais un soir, elle disparaît. On était tous en train de dîner le soir.
Et on entend tout simplement, on a perdu Zouzou. C'était sa gouvernante qui venait donner l'alerte à ma grand-mère. Alors tout le monde est parti chercher Zouzou, qui était Brigitte Bardot. À l'époque, Paul Bounous n'a que 13 ans. C'est lui qui va retrouver l'actrice. Je suis parti me promener à un endroit où je connaissais parfaitement. C'était la petite bergerie. Je suis allé voir les moutons. Je n'allais pas chercher, j'avais trop peur. Et lorsque j'ai braqué ma lampe de poche en direction de Marjol Le Puy, c'est là que j'ai découvert quelqu'un d'inanimé. Brigitte Bardot est allongée là, près du puits. Elle vient de se tailler les veines et d'avaler une boîte de barbiturique. Alors après, je suis allé voir les adultes qui cherchaient de droite et gauche, tout particulièrement ma grand-mère. J'ai dit voilà, il se passe ça et ça. Les secours sont prévenus, mais les premiers arrivés, ce sont les paparazzi et les badauds qui, une fois de plus, avaient suivi Bardot jusque dans sa retraite. Oh, mais bien sûr, quand est arrivée l'ambulance, imaginez les paparazzi, la cohue, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, après, bien sûr, elle a été transportée en urgence à l'hôpital sur Nice. N'était pas du cinéma. Je crois qu'elle a vraiment eu envie de mourir. Si on ne l'avait pas trouvée, je crois qu'aujourd'hui, elle ne serait plus parmi nous. Hein. Malgré ce drame, la presse ne lâche pas prise. Au contraire. Le lendemain, tous les détails de l'affaire sont dans les journaux. Quelques pièces de monnaie auront suffi à obtenir photos et témoignages de cette triste soirée. Paul Bounous accepte même de poser devant la margelle où il a retrouvé le corps. Moi, j'avais eu la consigne aussi qu'il ne fallait pas prendre de l'argent. Hein. Bon, de temps en temps, il y avait 10 francs qui circulaient pour une photo. Vous vous rendez compte, c'était des bourses à l'époque, 10 francs pour un gamin. C'était quelque chose. Hein. Et bon, il a pris une colle. Et pour clore cette terrible année 1960, 3 mois après cette tentative de suicide, Brigitte Bardot et Jacques Charrier se séparent. Elle accepte même de lui laisser la garde de Nicolas. Elle ne reverra quasiment plus son enfant. Bardot sort alors d'une période où elle n'a fait que subir sa notoriété. Mais désormais, la jeune femme va se battre et c'est en faisant face aux partisans de l'Algérie française qu'elle va pouvoir le démontrer. Pour financer son combat, l'OS a pris pour habitude de s'en prendre à de riches personnalités. Et Brigitte Bardot est sur la liste. Le 12 novembre 1961, Brigitte Bardot reçoit une lettre de l'OAS. L'organisation terroriste lui réclame la somme de 50 000 nouveaux francs. Elle était au top de la gloire que le général de Gaulle avait dit qu'elle rapportait plus de devises à elle toute seule à la France que la régie Renault, etc. Donc évidemment, ça excitait beaucoup de convoitises. Sa réaction est immédiate. Brigitte Bardot ne se laisse pas impressionner. Elle répond publiquement au chantage par une lettre publiée dans l'hebdomadaire L'Express, finit pour elle d'être une victime. Les auteurs de ce genre de lettres seront rapidement mis hors d'état de nuire s'ils se heurtent partout à un refus net et public de la part des gens qu'ils cherchent à terroriser. En tout cas, moi, je ne marche pas. Je n'ai pas envie de vivre dans un pays nazi. Brigitte, elle a un sacré tempérament. Elle n'aime pas qu'on essaie de lui imposer quoi que ce soit, surtout de cette façon-là, surtout par le chantage. Non, elle a préféré tenir tête et puis elle a été portée plainte. Ce que n'ont pas fait d'autres personnes, parce que maintenant c'est facile de parler, mais il était également facile de menacer des gens et de leur extorquer des fonds. Pendant 2 ans, Brigitte Bardot vivra dans son appartement parisien sous surveillance policière, mais elle ne cédera jamais au chantage. C'est une tentative d'extorsion de fonds tout simplement crapuleuse, et qui a foiré lamentablement grâce à la réaction de Brigitte Bardot. Et finalement, Brigitte Bardot sort grandie de cette mésaventure. Elle se sent plus forte, prête à démarrer une nouvelle vie. D'autant que son statut en France a changé au fil des années. D'icône sulfureuse dans les années 50, elle est en train de devenir l'icône de la République. « 1961,
Nous sommes en 1967. Pour la première fois, Brigitte Bardot est invitée à l'Élysée par le général de Gaulle pour la soirée des arts et des lettres. C'est le général de Gaulle qui avait été poussé par André Malraux à recevoir des gens de cinéma à l'Élysée où jamais personne du métier, de la profession n'avait mis les pieds. De Gaulle ne l'aurait peut-être pas reçu toutes les semaines, ça l'aurait mais enfin, ça faisait partie de la fonction. Il l'aimait beaucoup, de Gaulle, avait beaucoup d'admiration. Pas seulement pour les devises qu'elle rapportait à la France. Madame de Gaulle, qui était tenante de valeurs plutôt conservatrices, n'était pas folle de Brigitte Bardot, qui, à ses yeux, menait une vie un petit peu agitée. Donc, je crois que Madame de Gaulle s'est fait un peu tirer l'oreille pour inviter Brigitte Bardot. Elle est arrivée dans un splendide costume militaire avec des brandebourgs, des dorures, des galons. Et plutôt que de se faire un sage petit chignon en hauteur, façon petite tour de Pise un peu, elle s'est laissé les cheveux dénoués, ce qui était à la fois son image de marque. D'après Malraux, le général aurait dit « Oh, chic, un militaire ». Elle faisait partie du patrimoine national, en quelque sorte, et le général de Gaulle avait reconnu son importance. Et pour justement immortaliser ce nouveau statut d'icône nationale, Brigitte Bardot est même choisie comme modèle pour la Marianne. C'est la première fois qu'une figure populaire incarne le symbole de la République. Ce franc-parler, ce culot, cette beauté incontestable, tout ça constitue un symbole de la femme française comme on n'en a pas vu depuis longtemps. Oui, de peu pas. Surtout pour ses formes, c'est avantageux pour la République, mais de Brigitte Bardot. Brigitte Bardot, c'est le cinéma. Et puis la France, c'est la France. Elle a incarné à ce moment-là la femme française dans ce qu'elle a de plus universel. À 32 ans, Bardot est enfin apaisée. Son nom n'est plus associé au scandale. Elle est désormais reconnue, respectée pour son talent et sa beauté. Mais il y a une chose qui la rend encore plus heureuse à cette époque, c'est l'arrivée d'un nouvel homme dans sa vie. Depuis le printemps 1966, un homme tente par tous les moyens d'obtenir les faveurs de Brigitte Bardot. Cet homme s'appelle Günther Sachs. Il est multimillionnaire, allemand, il a 35 ans et il a la réputation de playboy. Il a vraiment mis les petits plats dans les grands pour la séduire, mais avec des moyens différents, il a monté tout une sorte de tourbillon autour d'elle. Pour lui faire sa cour, Günther, quand même, vient au-dessus de la madrague, en hélicoptère, et lui balance 100 douzaines de roses rouges. L'hélicoptère, c'est quand même... ça a quand même de l'allure, je veux dire. En rencontrant Günther Sachs, qui lui fait une cour totalement effrénée, elle est d'égal à égal, elle est de reine à roi. Et le 12 juin 1966, Sachs va finir par la faire céder. Il invite Bardot et quelques proches dans un restaurant ici, à Roquebrune-Cap-Martin. Jean-Max Rivière fait partie des invités. On va au Pirate, c'était un truc, une boîte, enfin pas une boîte, un restaurant de plage. Bon, alors c'était open, bon, champagne, coquillages et crustacés déjà. Le photographe Roger Judelin, prévenu de la présence de Bardot au Pirate, vient faire lui quelques photos de la soirée. J'ai attendu dans un petit coin que le repas se fasse. Alors j'ai donc assisté à un petit festival de danse de Brigitte qui a dansé au milieu de ses invités. On était pieds nus, on était vraiment bronzés et beaux à l'époque. Et Günther nous dit, nous allons au casino. Oh putain, eh ben, on n'a pas de cravate. Ça n'a pas d'importance, vous rentrerez, n'est-ce pas? Ah bon? on va au casino, Kazan. On arrive donc dans la roulette. 1 million sur le 10 000, enfin, sur le 14. Brrr.
le 14 sort. Alors nous, waouh, c'est merveilleux. Il a rejoué une deuxième fois, il a regagné. Ce soir-là, Günther Sachs est apparemment en veine. Il remporte la mise à plusieurs reprises, et c'est grâce à cette soirée qu'il va faire craquer Bardot. Il est descendu, il a été chez Cartier, et il a fait un joli cadeau à Brigitte, un bracelet de rubis, un bracelet de saphir et un bracelet de diamant, bleu, blanc, rouge. Sachs lui demande alors sa main. Brigitte Bardot est conquise. Elle accepte le mariage. Et c'est à Las Vegas qu'ils vont sceller leur union. Ils rejoignent le Nevada dans le jet privé du sénateur Ted Kennedy, un ami de Günther Sachs. Bon, c'est bien, c'était un scoop, n'est-ce pas, que notre gloire nationale épouse Günther Sachs dans une ville comme Las Vegas, où d'ailleurs il se baladait, où personne ne reconnaissait personne. Il baladait dans la rue en se tenant par la main, aucun problème. Quand elle en parle avec l'amusement, en disant « Est-ce que tu te rends compte que je me suis marié à Las Vegas, etc. » Tout le contraire de moi. Mais elle l'a fait par curiosité, puis elle l'a fait par passion pour un homme. Je crois qu'elle est capable de beaucoup de choses par amour. La lune de miel se déroule ici, à Tahiti. Bardot est sur un nuage. Avec Sachs, elle commence même à oublier le cinéma. Les propositions fusent, y compris des États-Unis, mais elle les refuse toutes pour rester aux côtés de son mari le plus longtemps possible. Hollywood, tout ça, elle s'en fout. Ce qui l'intéresse, c'est une relation vraie avec quelqu'un. D'autant plus qu'à ce moment-là, elle vit dans la superficialité, dans les paillettes, dans le monde du cinéma, etc. Donc je crois que c'est la vérité qu'elle cherchait. Elle cherchait l'amour avec un grand A. Et avec Günther Sachs, elle pense enfin l'avoir trouvé. Bardot est en train de changer de vie. Elle tourne de moins en moins de films et se fait discrète avec la presse. Et c'est à l'occasion de l'un de ses derniers rendez-vous avec le public qu'elle va définitivement décider de tourner une page de sa vie. C'est l'heure du Festival de Cannes 1967. Tout le monde ignore alors qu'il s'agit de sa toute dernière apparition sur les marches du Palais. Nous sommes le 12 mai. Günther Sachs est devenu producteur de cinéma. Son premier film est un documentaire animalier qui doit être projeté ce soir à Cannes. Bardot l'accompagne et Jean-Claude Sauer est à ses côtés. Elle était tout à fait partante, enthousiaste. Vraiment, ça lui faisait plaisir d'y aller. Quand nous sommes arrivés en face, le Carlton, il y a un wharf, là, il y a un quai. Et là, il y avait une espèce de marée humaine. Vous savez comme ça se produit quand il y a une sorte de mouvement de foule. Et là, je me souviens, Brigitte a eu peur, même physiquement. C'est une des plus grandes scènes d'hystérie qui se puisse imaginer. Les gendarmes, les képis sur le côté, ils étaient complètement perdus par des gens qui n'étaient pas du tout aucune méchanceté, mais la proximité était telle que c'était vraiment un peu affolant. Arrivée sur scène, Bardot retrouve son sourire, mais elle n'a qu'une hâte, quitter cet endroit. Après la cérémonie, elle rejoint rapidement la madrague et s'y enferme. Elle sait déjà qu'elle ne remettra plus jamais les pieds à Cannes. Et c'est à partir de ce moment-là que Brigitte a décrété, elle est rentrée le soir à la madrague, elle n'a pas voulu coucher à Cannes, elle a dit qu'elle ne mettrait plus jamais les pieds au Festival de Cannes, et c'est une des choses qui a contribué à lui faire arrêter le cinéma. S'ouvre alors également une nouvelle étape dans sa vie sentimentale. Après 2 ans de mariage, Bardot quitte Günther Sachs. Elle s'enferme dans sa maison de pêcheur
et ne s'en échappe que pour tourner encore quelques films, mais l'envie n'est plus là. Elle était simplement fatiguée du cinéma, fatiguée de la contrainte du cinéma. Elle ne pouvait pas monter plus haut. Elle a tout eu. Elle a tout eu. Elle a eu une gloire. Elle a vraiment été la star. Elle vivait mal ces tournages, ce monde particulier, ce climat, ces dualités, ce jugement de l'opinion publique, le fait d'abandonner son terroir, sa madrague, son cocon, tout ça était très douloureux pour elle. Et quand elle a arrêté, c'était un véritable soulagement. Elle n'a même pas voulu lire les scénarios. Elle ne s'en intéressait plus du tout. Mais je sais que parmi les propositions qui sont arrivées, il y avait une proposition d'Hollywood pour tourner avec Marlon Brando. Et le cachet afférent à l'époque était de $1 million. Mais l'argent n'a plus aucune importance pour elle. En 1973, elle a 39 ans et a déjà tourné dans 48 films, dont la plupart tomberont dans l'oubli. Elle décide alors de mettre un terme définitif à sa carrière. Elle n'a plus qu'une envie, avoir une vie normale. Et pour accélérer le processus, elle contacte son avocat. Un jour, elle est arrivée ici, elle m'a dit je veux plus qu'on parle de moi, je donnerai n'importe quoi, je veux redevenir une inconnue. Et je me suis mis à saisir les tribunaux en son nom quand il y avait des atteintes à sa vie privée. Aucune star n'avait encore osé attaquer la presse en justice. Mais ça marche. Peu à peu, les journaux se désintéressent de Bardot. Déçue et fatiguée par la folie des hommes, elle passe désormais tout son temps, ici, à la Madrague, avec les seuls êtres qu'elle apprécie encore, les animaux. Et cette rupture avec le cinéma, un homme, un journaliste va la vivre, c'est vous, Christian Brincourt. Vous étiez plus qu'un journaliste avec Brigitte Bardot, vous étiez déjà un ami? Oui, un ami de très longue date. On est liés par... aujourd'hui, ça fait environ 45 ans que nous sommes copains. Alors l'interview commence, on va juste l'écouter. Voilà ce qu'elle vous dit. On écoute. Si je comprends bien, le cinéma c'est terminé maintenant. Votre vie prend une nouvelle direction, Brigitte. Alors, le cinéma est complètement oublié. Il m'a permis d'avoir le nom que j'ai et qui me permet maintenant de faire cette chose qui pour moi est la chose la plus importante du monde en ce qui me concerne. C'est très important. C'est ma vie. C'est sa vie, oui. Et le cinéma c'est fini. Est-ce qu'on y croit vraiment à l'époque, quand elle annonce ça? Elle a 39 ans. Les copains y croient vraiment. Le public doute certainement un peu en disant s'il y a un grand rôle lui est proposé, s'il y a un bon scénario, une bonne histoire se pointe, elle va peut-être reviser sa décision. Les vrais copains, ceux du premier cercle, dont je fais partie, savent que c'est définitif. Pourquoi? Parce qu'elle est en colère par rapport à tout ce qui s'est passé, parce que la traque, parce que tout ça, ou parce qu'elle a tourné une page, et on va en parler dans un instant, elle veut mettre sa vie, entre guillemets, au service d'une autre cause. Oui, c'est pas encore déterminé dans sa tête, mais ce que je sais, c'est qu'elle veut absolument repousser le personnage, le mythe, ce mot mythe qu'elle a toujours détesté d'ailleurs. Elle veut repousser ses initiales universelles. Bébé, elle en a, mais marre, vraiment dans le sens le plus noble du mot. Elle veut redevenir Brigitte, une femme, 2 bras, 2 jambes, un regard, un sourire, qui peut aller acheter une demi-baguette de pain, un timbre à mettre sur une enveloppe, sans avoir 50 dans la rue. Je crois qu'elle a besoin de ça. En fait, elle a besoin de quoi? Elle a besoin de retrouver, ou plutôt peut-être de découvrir une certaine sérénité. Et cette sérénité, ça va passer par le combat pour les animaux, on va en parler, mais est-ce que vous ressentez déjà cette passionnariat, quoi? Est-ce que c'est quelque chose qui est en elle? Ah oui, elle a toujours été passionnée par les animaux, elle a toujours eu des animaux auprès d'elle, elle a toujours eu, je me souviens de la petite chienne, le petit cocker Guapa, elle a toujours été très proche des animaux, elle n'a jamais supporté qu'on fasse du mal aux animaux. Bref, ça fait partie des clichés tout ce que je vous raconte, mais nous qui l'avons vécu de près, c'était vraiment réel. Elle n'a donc plus qu'une idée en tête, se servir de sa notoriété au service de cette cause animale. Et c'est un reportage, une image qui va la faire sortir de sa réserve. La militante va alors aller sur le terrain, au combat, en quelque sorte. Et c'est en 1977 que Brigitte Bardot va à nouveau faire parler d'elle. Et cela à cause de ce reportage diffusé à la télévision, un reportage sur la chasse aux bébés phoques au Canada.
Nous avons tous devant les yeux ces images qui viennent du Canada, les premières, où on voit ces bébés phoques écorchés vivants sur la banquise. Le monde entier est soulevé d'indignation devant cette cruauté. Et Brigitte prend ça en plein cœur, si j'ose dire. Dans les jours qui suivent, elle prend contact avec Franz Weber, un écologiste suisse engagé dans la cause animale. Elle lui propose de monter une opération médiatique. Alors, tout à coup, un matin, je reçois une lettre express. Cher Franz Weber, j'ai envie de vaincre la connerie et la cruauté humaine. Seule, je suis impuissante, trop fragile, attaquée de toutes parts. Avec vous, j'ai l'impression que nous pourrions, sinon gagner, du moins gravir de sérieux échelons. Weber est séduit par la proposition et quelques jours plus tard, le 15 mars 1977, Brigitte Bardot se retrouve dans un avion au-dessus de la banquise. La nouvelle de son départ pour le Canada a déjà fait le tour des rédactions. Les journalistes se battent pour couvrir l'événement. L'un des premiers à la contacter est Alain Bougain-Dubourg. Je ne la connaissais pas. J'arrive par un ami à avoir son numéro de téléphone. Je pensais passer par une pléiade de gens avant de l'atteindre. J'étais en salle de montage et directement, je tombe sur elle. Et très gentiment, comme j'étais un peu connu à travers mon engagement pour les animaux, me dit « Alain, comment ça va ?» comme si on s'était quitté la veille. Je lui demande si elle accepterait que je fasse une interview d'elle sur le thème des bébés phoques. Elle me répond spontanément, mais pas de problème Alain, avec vous j'ai confiance, on se retrouve au Canada. Vous pensez que la cause que vous défendez va être entendue? Oh là là, j'espère, mon Dieu. C'est tout ce que je souhaite. Elle a mis toute son énergie, toute son âme, tout son cœur, c'est sûr. Avec en plus un trac abominable. Parce qu'une fois encore, elle avait peur de ne pas être crédible. L'opération s'annonce pourtant comme un grand succès médiatique. La venue de Bardot a attiré les caméras du monde entier sur ce coin de banquise. Mais il y a un problème. La zone de chasse où se déroulent les massacres est impossible d'accès. Il s'est passé une chose singulière, c'est que très rapidement les Canadiens ont bloqué la distribution d'essence. C'est-à-dire qu'il était impossible aux journalistes d'aller sur la banquise pour faire des images de massacres. Et la météo s'en mêle. Même les plus rusés, ceux qui ont réussi à obtenir du carburant, sont bloqués par la tempête. La pluie glaciale. Vous voyez? Alors ça n'allait plus, on ne voyait plus rien. Alors on était bloqués à Blanc-Sablon dans ce motel. Durant toute l'expédition, les journalistes restent au village. Mais Brigitte Bardot tient absolument à se rendre sur la zone de chasse. Alors après 7 jours d'attente, la veille de son retour, une accalmie lui permet à nouveau d'y croire. Tout à coup, à 5 heures du matin, Brigitte me téléphone. Franz, tu pourrais me donner un des hélicos? On voudrait pas même encore aller sur la banquise. Il paraît que le temps, il fait beau aujourd'hui. Alors j'ai réveillé un des pilotes. Je l'ai envoyé à la cabane de Brigitte. Elle est montée avec 3 caméramans, n'est-ce pas? Et le 21 mars, Brigitte Bardot parvient enfin à approcher ces bébés phoques qu'elle veut montrer au monde entier. Regarde la mère qui sort là, vite, voilà. Ces petites choses qui se laissent prendre comme ça, tout confiants, adorables. Ces petits bébés merveilleux. Voilà. On les tue pour faire des jouets en plus, des bébés phoques en plus, des manteaux de fourrure pour les connes qui veulent se mettre ça sur le dos. Et voilà. C'est tout. De toute façon, quoi qu'il arrive, le phoque est en voie de disparition. À son retour au village, elle organise en urgence une conférence de presse. Tous les journalistes sont là, mais personne ne semble la prendre au sérieux. Voyage au Canada dans des conditions différentes. Je voudrais le silence, s'il vous plaît.
J'ai retrouvé Brigitte à la conférence de presse où là il y avait tous les journalistes tankés dans une petite salle où on tenait à peine, et elle a essayé de se défendre, mais les gens étaient finalement assez agressifs. André, très vite aussi. Car pendant la semaine, les journalistes se sont rangés au discours officiel. Brigitte Bardot aurait monté cette opération uniquement pour se faire de la publicité. Globalement, ils se sont retournés contre Brigitte avec des états d'âme de star, avec un combat, est-ce bien nécessaire, avec bien d'autres choses. Vous souriez maintenant, bien sûr, c'est facile de sourire. Le massacre ne cesse pas. En colère, Brigitte Bardot tient alors des propos malheureux à l'encontre des chasseurs. Chasseurs, c'est un grand mot pour ce qu'ils font, les bouchers, disons. Bon. Elle parle avec ses tripes. Et les tripes, ça fait du bruit, quoi. C'est violent. Mais en traitant les chasseurs de bouchers, elle s'attaque à une activité locale qui fait vivre toute une population. Son discours ne passe pas. Les détracteurs en ont profité, l'ont fait passer pour débile, tout ce que vous voulez. On dit, au lieu de s'occuper des bébés phoques, elle serait mieux de s'occuper de son fils, et autres saloperies qu'on a déversées sur elle. Ces insultes aux chasseurs, cette image d'une star sur la banquise caressant un bébé phoque, c'est tout ce qu'il restera de ce voyage. Brigitte Bardot accuse le coup, mais finalement son objectif est atteint. Ça va être repris par le monde entier, et c'est ça qui va permettre de faire avancer le combat qu'elle conduit. Donc à la fois c'est très maladroit, et en même temps ce sont ses armes. Après une semaine au Canada, Brigitte Bardot rentre à Paris, épuisée et découragée. Christian Brincourt, son ami journaliste, la retrouve à son domicile. Et moi je me souviens très bien de cette matinée boulevard Lannes. Nous sommes tous les deux... elle est fatiguée par le voyage, elle est épuisée, et elle est désespérée, et elle est en larmes. Car une autre surprise l'attend. La presse française a suivi les Canadiens, et les critiques envers Bardot sont assassines. En rentrant ce matin, là maintenant, j'ai pas dormi depuis 36 heures, je sais plus très bien où j'en suis, j'étais tellement contente de rentrer en France, et je vois que la presse française m'a descendu en flammes, pensant que, ironie du sort, je faisais ça pour ma publicité. Elle a eu une bronca de la presse qui n'était pas générale, mais qui était dominante tout de même. Et donc ça l'a bouleversée. Il était normal qu'au Canada, je sois boycottée, détestée, étant donné que je suis allée là-bas pour leur dire ce que des milliers de gens m'ont demandé de faire en leur nom, c'est-à-dire leur dire de cesser ce massacre, qui est une tradition chez eux. Bon, je leur ai dit ce que j'avais à leur dire, peut-être un peu fort, peut-être avec des mots pas très diplomates. Enfin, c'était pas mon problème. Mon problème, c'était d'essayer de secouer l'opinion publique. Je dis, je me suis tellement investi dans cette défense de bébé phoque, les hommes sont finalement n'y comprennent rien, c'est tous des salauds, c'est ignoble, finalement j'aurais été vilipendé toute ma vie, etc. Enfin, toujours un petit peu excessive si vous voulez, mais elle supporte très mal les critiques qui lui sont formulées à l'époque. Et finalement, Brigitte Bardot décide de ne pas tenir compte de ces critiques. Elle veut continuer coûte que coûte son action contre le massacre des bébés phoques. Trahie par la presse, elle sollicite alors directement le président de la République en lui envoyant une lettre. Alors le président en exercice, c'est Valéry Giscard d'Estaing, et il y a un problème avec lui, parce que lui demander d'intervenir contre la chasse aux bébés phoques alors que c'est l'une des premières gâchettes de France, c'est pas évident. Mais Valéry Giscard d'Estaing a beau être un chasseur dans l'âme, il est touché par cette lettre. Une complicité s'installe alors entre la star et le président. Elle m'écrit, et donc je lui propose de m'en parler, et elle me dit la vérité. C'est une personne très naturelle, en fait. Donc elle me dit qu'elle a commencé cette démarche, qu'elle était horrifiée, parce que ça porte sur des milliers d'animaux, même dizaines de milliers d'animaux, une campagne. Et c'est purement lucratif. Giscard lui dit, alors Brigitte, comment va votre cœur? Et Brigitte lui répond du tac au tac, mon cœur on s'en fout, est-ce que vous chassez toujours? Et vous allez rester un enfant comme ça avec un fusil à l'épaule? Bon, alors il
s'engueulent un petit peu sur le thème de la complicité, on va dire. Et Brigitte lui dit, bon, maintenant, sérieusement, ça peut plus durer. La France doit s'engager. Et le président Giscard d'Estaing a dit oui. Bon, on n'avait pas ces images. Moi, je ne les connaissais pas. Et c'est Brigitte Bardot qui me les a montrées. Et la vue de ces images m'a fait un effet très fort. Cette fois, Bardot a été convaincante. La France décide immédiatement d'interdire l'importation de peaux de jeunes phoques. Mieux encore, quelques semaines plus tard, c'est toute la communauté européenne qui suit le mouvement. Brigitte Bardot est même conviée à une réunion du Conseil de l'Europe. J'ai dit à Brigitte, ça y est, on a gagné, c'est génial. Et elle est restée comme ça, un peu interrogée. Puis je lui ai dit, mais attends, c'est pas un coup de champagne, c'est pas, on fait pas la fête. Elle m'a dit, attends, elle est si méritée, cette victoire. C'est pas une victoire. On a normalisé une situation. Elle est comme ça. Oui, la joie d'avoir un vote positif. Alors, étrangement, cette victoire ne semble pas lui suffire. Brigitte Bardot s'est enfermée dans son combat. Elle ne se contentera pas d'une bataille, elle veut gagner la guerre. Elle veut toujours plus, créer sa fondation. Mais pour cela, il lui faut de l'argent, beaucoup d'argent. Et c'est tout simplement l'ensemble de sa fortune personnelle qu'elle va décider d'engager. Brigitte Bardot est à la Madrague lorsque lui vient l'idée de cette fondation. Pour réunir les fonds nécessaires, elle ne va pas réfléchir longtemps. En regardant autour d'elle, elle s'est aperçue, bon, mais ça me sert à rien, ça je vais pas mourir avec. Donc elle s'est aperçue qu'en faisant une vente aux enchères, eh ben, c'était la solution idéale pour trouver ce capital. Et le 18 juin 1987, une grande vente aux enchères est donc organisée à Paris. La salle est remplie d'acheteurs, même la presse a fait le déplacement. Et elle vend tout. Elle vend beaucoup de choses. Tous ses bijoux personnels, toutes ses affaires. Elle a sacrifié ses souvenirs. Et ça, c'est quand même assez généreux de sa part. Plus que l'argent, quand elle a décidé de vendre aux enchères ses souvenirs. Mais il y a un de ces souvenirs qu'elle pourra tout de même conserver. Un diamant d'une valeur de 500 000 francs que Gunther Sachs, son ex-mari, lui a offert quelques années auparavant. Elle décide de mettre ce diamant en vente dans une grande maison de style Sotheby, etc. Gunther Sachs la prend, il va à la vente, il rachète le bijou et il lui rend le bijou. Bardot garde son diamant et parvient à réunir au total la somme de 3 millions de francs pour poursuivre son action. Ça a permis à la fois d'apporter de l'argent et en même temps de faire connaître du jour au lendemain le projet de la fondation et en conséquence, dès le départ, de crédibiliser cette fondation. Maintenant, que la fondation vive et vive la fondation. Et Bardot va aller encore plus loin. Après le succès de cette vente aux enchères, à 52 ans, elle décide de léguer à sa fondation tous ses biens immobiliers. En fin de compte, elle n'a à titre personnel, elle n'a rien. Elle n'a plus rien. C'est quand même quelqu'un, Bardot, elle habite chez ses animaux. Car même la Madrague, son bien le plus précieux, son havre de paix, elle n'en est plus propriétaire. Elle est usufruitière de la Madrague, mais elle a donné la Madrague à la Fondation Bardot. Mais quelle actrice au monde a fait ça? Avec cet argent, Bardot crée un centre d'hébergement pour les animaux maltraités. Au fil des années, elle organise de nombreuses manifestations pour défendre la cause animale. Et 5 ans plus tard, en 1992, son association est déclarée d'utilité publique par l'État français. Je crois que ça a été très très important pour elle parce que c'était une caution officielle de l'administration à l'égard de son combat. Et vous savez, il n'y a pas de diplôme pour ça. Je crois que plus qu'un Oscar, qu'un Molière ou quoi que ce soit d'autre, la reconnaissance d'utilité publique de sa fondation a compté dans sa vie. Les années passent, Bardot vit recluse, entourée de ses animaux, et parvient à se faire oublier. À l'approche de ses 60 ans, réfugiée à la Madrague,
elle s'est trouvée une nouvelle occupation, l'écriture de ses mémoires. Elle y consacre 2 années entières, sans l'aide de personne. Elle en a eu assez de voir le énième livre écrit sur elle, dans lequel il y avait énormément de bêtises, ou parfois même des choses gentilles, mais qui sont fausses. Qu'à un moment, elle s'est dit, il faut quand même que j'écrive ma vie. Le besoin de s'exprimer, de revoir sa vie, peut-être de comprendre elle-même pourquoi elle avait supporté tant. Pendant cette longue période d'écriture, Mylène de Mulder, son amie, vient souvent lui rendre visite. Dès qu'elle prenait son stylo, c'était parti. Les après-midi, avec une cigarette, un petit verre de champagne. Elle était complètement dans sa bulle. C'est rare que des gens de cette notoriété écrivent de vraies mémoires. En général, les mémoires sont arrangées, retouchées, et précisément, elle n'a rien retouché. Le 14 mai 1996 sort en librairie le premier tome des mémoires de Brigitte Bardot, initiale Bébé, un énorme succès de librairie. Ça a été absolument triomphal. Et on s'est tout de suite rendu compte que finalement, ce que les gens attendaient, que ce soit un livre, ils attendaient Brigitte. Ils attendaient le retour de Brigitte Bardot. Partout, les gens sortaient son bouquin, il était traduit, je crois, dans 24 ou 27 pays. Enfin, c'était une chose phénoménale. Dans ma tête, on a frôlé le 1 million d'exemplaires entre le poche et l'édition normale. Mais les révélations que Brigitte Bardot fait sur sa vie privée vont choquer une grande partie de l'opinion publique. 40 ans après le scandale de Et Dieu créa la femme, Bardot se retrouve à nouveau au cœur de toutes les polémiques. Ce qui a choqué, c'est ce qu'elle a fait sur son fils. Je crois que c'est ça qui a choqué. Et c'était choquant. Je trouvais ça... Moi, le premier, ça m'a choqué. Alors bon. Les passages consacrés à la naissance de son fils Nicolas et à son mariage avec Jacques Charrier ont provoqué bien des grincements de dents. Dans ses mémoires, Bardot revient effectivement sur l'histoire de son fils Nicolas. Elle explique pourquoi elle l'a abandonné peu après sa naissance. Ses propos sont pour le moins troublants. Je me suis mise à hurler, suppliant qu'on me l'enlève. Je refusais cet enfant. C'était comme une tumeur qui s'était nourrie de moi, n'attendant que le moment béni où l'on m'en débarrasserait enfin. Et effectivement, dans le livre, il y a une phrase malheureuse qu'elle n'a pas voulu enlever, je ne sais pas pourquoi. Elle ne se juge pas très bien d'ailleurs dans cet épisode. Elle dit qu'elle s'en veut même à un moment d'avoir détesté cet enfant qui empêchait de porter des robes pour un film. Mais les mots de Brigitte Bardot vont énormément blesser son fils et son ex-mari, qui répliquent aussitôt. Mon enfant qu'elle a tellement désiré est devenu, dans son livre, une larve immonde. Dans un interview, elle dit qu'elle aurait préféré accoucher d'un chien plutôt que d'un enfant, alors que c'est tout le contraire. C'est un enfant qu'elle a souhaité. Comment elle a pu dire qu'elle aurait préféré accoucher d'un petit chien que de son fils? Ça, c'est quelque chose que... Je suis pas sûr que son fils ait vraiment compris aussi, d'ailleurs. Mon fils a réagi très très mal. Nicolas décide alors d'attaquer sa mère en diffamation. Lorsqu'elle l'apprend, Brigitte Bardot fustige une nouvelle fois son fils, verbalement. Elle prend ça de la façon suivante, Brigitte. C'est un sale con, c'est un connard, ça continue, il m'emmerde, mais c'est le problème des avocats, basta. Ils ont un caractère tous les deux très fort et ils s'aiment à l'intérieur, mais ils n'arrivent pas à l'exprimer. Donc voilà le résultat. Sa vie est entachée de cet abandon de ce fils qu'elle a aimé au début et qu'elle a laissé tomber. Pour ses propos, Brigitte Bardot sera condamnée 2 fois en diffamation. Une fois au nom de son fils, une autre au nom de son ex-mari. Et malgré ce procès douloureux, elle continue à alimenter le scandale. Dans les années qui suivent, elle publie 2 autres livres. Cette fois, c'est de racisme qu'on l'accuse lorsqu'elle critique, entre autres, la fête musulmane de l'Aïd el-Kébir.
Le sang des moutons a inondé ce lundi la terre de France. En ce lundi de Pentecôte, qui fut jadis une fête catholique, détrônée aujourd'hui par l'Aïd el-Kébir, puisque la France est devenue la fille aînée de la religion musulmane. Elle est bouleversée par la façon dont on élève et dont on tue les animaux. Donc c'était pas une attaque contre l'islam, c'était une attaque contre une façon de se comporter envers les animaux qu'elle estimait cruelle. Peut-être que ces phrases outrancières, peut-être qu'en voulant défendre les animaux, elle a blessé des gens, etc. Et puis qu'ensuite, peut-être par orgueil, elle n'a pas voulu, s'excuser ou changer. Mais le cœur est bon, le fond est bon. Mais d'autres propos parus dans ses livres n'ont rien à voir avec la défense des animaux. Bardot est en train de révéler un autre visage. Nos aïeux, les anciens, nos grands-pères, nos pères ont donné leur vie depuis des siècles pour chasser de France tous les envahisseurs successifs. Or, depuis une vingtaine d'années, nous nous soumettons à une infiltration souterraine et dangereuse, non contrôlée. Ça a été l'étonnement pour beaucoup de gens qui ne voyaient absolument pas cet élément dans le personnage et dans ce qu'elle pouvait incarner. Mais alors, d'où viennent ces idées? Comment Brigitte Bardot a-t-elle pu en arriver à de telles prises de position? Très vite, certains vont évoquer son entourage. En 1992, cette série de photos prises sur le yacht de Jean-Marie Le Pen témoigne de sa proximité avec le leader du Front National. Lui comme elle estime que les animaux doivent avoir une place bien ciblée, c'est-à-dire ne pas les faire souffrir inutilement. Elle s'est laissée appâter par un programme politique dans lequel il y avait un volet important pour la protection animale, comme il n'y en avait pas eu ailleurs. Et c'est par l'intermédiaire de Jean-Marie Le Pen que cette même année, Brigitte Bardot rencontre son futur mari, Bernard Dormal, un ami intime du leader du Front National. Oui, c'était une soirée chez son avocat, Maître Bourguereau, avec Jean-Marie Le Pen. À ce dîner à la maison, il y avait donc Jean-Marie Le Pen, sa femme Jenny, et ils étaient accompagnés d'autres amis, et également de Bernard Dormal. Au moment où Brigitte part, Bernard se lève et l'embrasse sur les 2 joues. On a eu vraiment l'impression d'assister en direct à une espèce de coup de foudre, parce que leurs 2 visages se sont d'un seul coup illuminés. Et quelques mois plus tard, Brigitte Bardot épouse Bernard Dormal. Un mariage qui pour la presse a une connotation politique. Elle n'a pas épousé un homme politique pour sa politique, c'est le personnage, quoi. Elle est avec cet homme comme ça. Elle a un mari qui, lui, a des idées politiques bien affirmées et une longue amitié avec Jean-Marie Le Pen. Donc là, c'est clair. Mais c'est son mari, ce n'est pas elle. Pourtant, Bardot affichera clairement ses convictions quelques années plus tard, lors des élections municipales de 1997. Elle apparaît sur des tracts distribués à Vitrolles comme soutien de Catherine Maigret, la candidate du Front National. C'est la période où je m'étais désolidarisé et écarté d'elle parce que je disais, excuse-moi, mais moi je me bats pour la protection des animaux de l'extrême gauche à l'extrême droite, ça concerne absolument tout le monde. Tu es en train de te faire récupérer, tu es en train de te faire manipuler, que tu te rendes compte ou non. Tous les procès, elle les a perdus, tous les procès en appel, elle les a perdus, toutes ses démarches en cassation, elle les a perdues, mais elle n'a pas été, ça l'a pas guéri pour autant. Brigitte Bardot s'est effondrée en larmes en écoutant la plaidoirie des partis civils. Elle ne cultive pas la haine, dit-elle, elle a juste des convictions. D'un seul coup, elle éclate presque en disant « Mais alors, si je suis condamné, c'est pas le fait d'être condamné, parce que ça, elle n'en avait rien à faire. Mais si je suis condamné, je ne pourrais plus être présidente de la Fondation. Pour la cause des animaux, elle pourrait se damner. » Se damner. Brigitte Bardot, malgré les condamnations, campe sur ses positions. Alors, pour apaiser les esprits après le scandale, une rencontre est organisée à la mosquée de Paris avec le recteur Boubacar.
Nous tenions absolument à ce qu'elle ne se présente pas, ou elle ne présente pas l'islam comme étant le bourreau des animaux, ou en tout cas comme étant une religion sanguinaire. Alors, le recteur de la mosquée veut faire lire à Brigitte Bardot certains passages du Coran pour lui prouver que la religion musulmane n'a jamais incité la torture des animaux. Et je me souviens de sa satisfaction de la manière dont elle a accueilli ses propos étayés sur les données de la religion musulmane et en particulier sur le Coran. Aucun texte dans le Coran n'interdit l'étourdissement de l'animal du moment qu'il continue à vivre. Malgré cette démonstration, Brigitte Bardot récidivera à de nombreuses reprises. Elle est encore à ce jour sous le coup de plusieurs condamnations. C'est un symbole qui est passé de l'autre côté. Toutes ces aventures amoureuses, de Gainsbourg à Vadim, montrent qu'elle n'a jamais regardé la race, la religion des gens. Et que si c'était quelqu'un d'obtus, d'imbécile et de raciste, eh bien, elle n'aurait pas eu ces amis-là. C'est tout. Aujourd'hui, on ne peut pas la bâillonner. On ne bâillonne pas Marianne. Et que Marianne s'exprime peut-être de cette manière qui est celle de son cœur, qui est celle de son indignation, peut-être qu'aujourd'hui ça n'est plus compris, ou c'est peut-être mal perçu, mais en revanche c'est son mode d'expression et on ne la fera jamais taire. I will be a serious actress when I will be older. Roger Hanin, vous connaissez bien ces vies de Brigitte Bardot, parce qu'elle en a eu plusieurs, on l'a vu dans ce document, aussi et tout simplement parce que votre femme, Christine Gouzrenal, a produit beaucoup de ses films. Moi, c'est par elle que je reconnais Brigitte, bien sûr. Je la connaissais comme tout un chacun parce que j'étais émerveillé par sa beauté, sa prestance, son élégance, son allure. Mais Christine, c'était sa deuxième maman, sa deuxième mère. Elle était près d'elle, intelligente, patiente, intelligente. Et Brigitte Bardot la considérait un peu comme sa mère aussi, donc je l'ai vu beaucoup, voilà. Vous avez ressenti très vite que finalement, cette carrière, ce côté star, ça l'étouffait, que finalement elle n'était pas très heureuse avec tout ça. Oui, c'est paradoxal, on a toujours envie de dire, mais de quoi elle se mêle? Elle est belle, elle gagne beaucoup d'argent, elle est aimée, elle est adulée, etc. Elle n'était pas faite pour ça, quoi. Et Christine souvent rentrait presque en larmes à la maison, sachant pas comment faire, parce qu'elle était dans un film où il fallait la promotion, il fallait le dynamisme et l'énergie, tout ça, et elle n'était pas là, elle le faisait. Mais elle a été prise dans l'engrenage et puis elle est devenue ce qu'elle est devenue, mais finalement ça l'étouffait. Mais depuis le début, elle n'était pas faite pour ça. C'est Vadim qui l'a fabriquée, je dirais. Mais bon, elle n'aimait pas ça du tout. Elle vous parlait de ce combat pour les animaux. Est-ce que c'est quelque chose qui était... Quand elle dit « je serais morte si je n'avais pas eu cette fondation », oh, c'est sûrement vrai. C'est sûrement vrai. Elle était morte à elle-même, je veux dire. Donc elle n'a pas toujours été vivante. Elle n'a pas eu dans sa vie de relations d'amour, d'amitié, vraies, qui la tenaient en vie. C'est ce qui lui a manqué, vous croyez, surtout? Cette durée dans une histoire d'amour qu'il aurait... Oui, mais elle est responsable aussi. Elle est responsable, ça je le lui ai dit aussi. Elle est responsable parce qu'elle recevait énormément. Mais j'espère ne pas la blesser, mais elle ne donnait pas assez. Et je lui ai dit, si tu n'aimes pas pour ça, j'ai eu souvent cette conversation avec elle, si tu ne donnes pas de toi, tu n'arriveras pas à une symbiose quelconque. Un mot de cette dernière période, on va dire, plus troublante, ces prises de position dans des livres, où effectivement, vous, l'homme engagé politiquement, qui avait un certain nombre de valeurs, on va dire, quand vous lisez ce rejet, cet amalgame avec les musulmans, toutes ces phrases qu'elle a dit, on ne va pas revenir sur chacune d'entre elles, c'est compliqué parce que on vient de raconter l'histoire d'une femme qui a une vie extraordinaire, qui a fait un choix noble, qui est celui d'arrêter cette carrière, qui a eu un combat, qui est celui des animaux, et puis tout d'un coup ce déversement à la fin de sa vie. Ça aussi, vous avez eu l'occasion d'en parler avec elle ou pas? Oui, j'ai eu l'occasion d'en parler. Je ne sais pas s'il en est resté quelque chose dans son esprit. Mais je lui disais, mais écoute, puisque toi tu es partisan de tous les gens, des êtres humains, des êtres vivants, disons,
qui ne peuvent pas se défendre. Donc, bon, les animaux ne peuvent pas se défendre. Mais certains Arabes ne peuvent pas se défendre. Certains Noirs non plus, certains homosexuels ne peuvent pas se défendre. Alors, défendre, je dis tous ceux qui ne peuvent pas se défendre, mais ne fait pas un racisme à l'intérieur de tous ces choix. Qu'est-ce qui, selon vous, va rester de toute cette histoire, de tout ce destin? De ce destin, une beauté affolée. Une beauté affolée. Oui. Merci beaucoup, Roger Hanin. Merci. Merci. Voilà en tout cas pour ce parcours hors norme de bébé à Bardo. Merci à vous d'avoir suivi Un jour un destin. Au revoir.